Alors merci, merci à Historical Materialism d'organiser ces discussions. Voilà, c'est un espace important pour échanger sur le marxisme international. Donc, comme l'a dit Alexis, je suis militante au Pont international Socialisme ou Barbarie et également militante de notre groupe féministe Las Rojas à Paris. Donc, on est présent dans différents pays, ici avec le courant SOB en France, mais aussi Nuevo Mas en Argentine, au Brésil, au Nouveau Parti Socialiste au Costa Rica, et on a des sections dans d'autres pays, comme au Honduras, dans l'État espagnol, et aux États-Unis. Donc, la présentation que je vais vous faire, c'est sur un peu une brève actualité des luttes écologiques, enfin, sous le prisme de l'écologie, mais notamment dans les territoires d'outre-mer qui ont été agités par des révoltes l'an dernier. Et ensuite, donner l'éclérage de luttes dans le passé, en fait, qui peuvent nous donner des outils voilà, pour voir comment organiser nos luttes dans notre quotidien et par rapport au désastre environnemental que nous vivons. Hein. Aujourd'hui, on a encore vécu un orage et une canicule qui nous rappellent à cette actualité et comment, voilà, avec les outils de la lutte des classes, intervenir dans ce contexte. Donc la politique coloniale en France, elle a vraiment conduit à un désastre écologique dans tous les territoires dans lesquels elle a intervenu. Donc je vais vous parler de la Kanaki, Nouvelle-Calédonie, comme je vous le disais, qui a été agitée par des révoltes l'an dernier, mais aussi le scandale du chlordécone dans les Antilles. Ensuite, je développerai donc voilà, les résistances qui ont pu être faites par rapport à l'exploitation capitaliste au Brésil à travers la grève des seringueiros. Et ensuite, voilà, les perspectives pour ce mouvement. Donc voilà ce qui a vraiment dévasté les écosystèmes, enfin, ce que nous on appelle la rupture métabolique en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, ça a été l'extraction du nickel, ça l'est toujours, comme aussi dans l'ensemble de l'Indonésie. Et en fait, l'exploitation du nickel dans ce territoire, elle est vraiment symptomatique de ce que c'est que le colonialisme, c'est-à-dire on va arracher un territoire toutes les richesses qu'on peut et on laisse aux habitantes que de la pollution. Donc aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, Kanaki, ça représente 30% des richesses de nickel dans le monde, mais seulement 9% des richesses vraiment exploitables en nickel. Alors évidemment, c'est un sujet très stratégique parce qu'on a besoin de ce nickel pour fabriquer des batteries de voitures, donc des voitures électriques. Donc évidemment, il y a dans cette région voilà, des enjeux très forts, avec la Chine aussi à proximité, qui met la pression sur les territoires indonésiens. Je parle des capitalistes chinois, bien sûr, et d'autres dans le monde qui s'accaparent voilà, des exploitations de minerais dans des territoires où il y a très peu de normes environnementales et où les travailleurs ils sont voilà, menacés par cette exploitation-là. Donc, pour revenir à la situation en France et en Kanaki, l'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il avait voulu mettre en place un pacte nickel. Donc ça, c'était vraiment un truc dégueulasse où on allait intensifier l'exportation de minerais bruts. C'est-à-dire que voilà, les gains pour la population en Kanaki sont assez faibles dans ce type de système économique. Mais le nickel, ça représente aussi un quart des emplois de l'île, et sur ces emplois, 60% sont ouvriers. Avec cette exploitation du nickel, la Nouvelle-Calédonie émet autant de gaz à effet de serre que les États-Unis. Donc vous imaginez voilà, le poids écologique que ça représente, à la fois sur la pollution des sols, mais aussi de l'air. Et en fait, ce qui est particulièrement révoltant, c'est que voilà, il y a eu des jeunes qui se sont révoltés contre une partie de l'exploitation de ce nickel, parce qu'il y a eu des intoxications de fleuves et d'une partie de l'océan sur la côte
qui a conduit à la mort de millions de poissons. Donc 100 000 litres de produits toxiques d'acide chlorhydrique ont été déversés dans le sud de l'île, et ce qui a contribué à une pollution majeure et a mené à cette catastrophe. Donc il y a eu des grèves, il y a eu la solidarité des travailleurs avec les jeunes en révolte contre cette exploitation d'usines qui fait peu de cas de la pollution de l'île. Et en fait, l'usine n'a été condamnée qu'à 2 000 € d'amende, alors que les jeunes, ils ont fait de la prison, en fait. Garde à vue et peine de prison pour certains d'entre eux. Donc on voit que là, entre les désastres que causent les 3 usines de nickel en Nouvelle-Calédonie, il y en a une qui a fermé l'an dernier, les profits qui dégagent vis-à-vis et la réparation écologique qui n'est absolument pas présente, et au-delà de ça, la répression contre les canates, elle a été extrêmement violente l'an dernier, 14 morts, je le rappelle, et donc on voit qu'il y a vraiment un racisme endémique en fait contre les Kanaks qui luttent pour faire respecter leurs droits. Donc il y a une autre menace qui plane sur l'exploitation de ce nickel, c'est aussi les résidus, les boues, parce que pour une tonne de minerai traité, il y a 1,5 tonnes de résidus humides produits par cette extraction. Et c'est un marché extrêmement volatile, le nickel. Donc en fait, ça donne des coups de butoir vraiment à la fois dans les règlements environnementaux et dans les droits des travailleurs. Parce que quand le nickel est bas, du coup on exploite sans tenir compte de rien. Et quand le cours du nickel est un peu plus haut, là les travailleurs ils arrivent à obtenir des meilleures conditions de travail. Mais en tout cas, l'État français a vraiment mis son nez là-dedans pour essayer d'attirer les capitalistes en leur proposant d'exploiter le nickel sans contrepartie, donc sans impôt par exemple pour les sociétés qui investiraient là-dedans. Donc là j'ai pas le temps de détailler, mais il y a eu vraiment plusieurs entreprises qui se sont relayées sur les rachats, etc., d'usines de nickel. Les indépendantistes kanaks ont réussi à obtenir 51% des parts de certaines usines, mais on voit que c'est pas ça qui quand même libère vraiment les travailleurs des risques encourus à travailler dans les mines de nickel, parce que ça produit aussi des pollutions à l'amiante, et à la fois ça ne sort pas évidemment la population de la pauvreté. Donc ces revendications qui ont pu être portées par les syndicats d'usines du Sud et l'usine Pays, évidemment elles sont intéressantes, mais ça ne va pas suffire en fait pour que la Kanaki Nouvelle-Calédonie puisse gagner son indépendance. Il faut qu'elle le gagne aussi d'un point de vue politique. Donc, et en lien aussi avec toute l'extraction qui se fait en Indonésie. Donc les jeunes et les travailleurs ont pu s'organiser. Il y a eu des grèves massives, notamment depuis 2014, depuis 2021. Il y a eu des révoltes dans les mines, mais on est toujours dans cette situation assez compliquée avec l'histoire de l'indépendance. Donc, si vous suivez un peu l'actualité, ça revient sur le devant de la scène. Donc nous on pense évidemment que même si on peut arriver à arracher quelques équilibres, il nous faut évidemment des révoltes mondiales et une organisation pour se sortir de cet extractivisme qui est assez mortifère. Le même phénomène se présente pour le chlordécone. Je vais passer vite là-dessus pour pouvoir détailler un exemple concret de lutte. Mais j'avais aussi envie de ramener dans la discussion le phénomène de ce qui s'est passé à Valence, avec donc des travailleurs qui se sont auto-organisés pour faire face à la catastrophe. Vous vous souvenez, donc l'an dernier aussi, avec le débordement du fleuve et le phénomène de la goutte d'eau froide en Méditerranée,
ça a dévasté le territoire de Valence. Et en fait, on n'a pas pu compter sur les gestionnaires de la ville, d'extrême droite ou de gauche, pour gérer cette catastrophe. Et en fait, il y a eu plus de 220 morts, et une incapacité, évidemment, du gouvernement espagnol à s'organiser face à la catastrophe. Donc ce sont les travailleurs eux-mêmes qui se sont organisés pour faire face à la catastrophe, à se relayer pour aller libérer les gens qui étaient coincés, etc. Donc voilà, c'est des exemples qui m'amènent à celui, je fais un peu des coupes dans la présentation, mais on pourra revenir sur la discussion s'il y a des points qui vous intéressent plus, sur un exemple historique qui est intéressant à creuser pour voir qu'est-ce que la classe ouvrière peut faire en fait en termes de lutte pour proposer des alternatives à ce que nous propose le capitalisme. Donc je voulais donner l'exemple qui est peut-être connu par beaucoup d'entre vous, qui est celui de la grève des seringueiros au Brésil dans les années 70. Donc c'est un exemple qui est intéressant parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que des travailleurs très pauvres, qui ont peu accès à l'éducation, vont se mobiliser d'abord d'un point de vue syndical pour essayer de faire respecter leurs conditions de travail, et ça va emmener en fait à populariser la lutte pour l'écologie à l'échelle mondiale. Donc la figure de proue en fait de cette révolte, ça a été Chico Mendes, qu'on aime bien ici parce qu'évidemment c'est l'auteur de la célèbre phrase « L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage ». Et ce que va faire Chico Mendes et ses alliés, c'est de créer donc un syndicat en 71 qui va réunir du coup tous les travailleurs seringueiros. Donc ce sont ceux qui exploitent dans la forêt amazonienne l'EVA pour en faire du caoutchouc qui sert notamment dans l'industrie pneumatique. Alors pour cultiver l'EVA, on va avoir besoin d'arbres en fait qui peuvent pas être isolés, qui ont besoin de vivre dans l'écosystème de la forêt amazonienne. C'est pas possible de faire de l'agriculture intensive, de la sylviculture intensive d'EVA. Donc il y a vraiment cette chose assez paradoxale de travailler dans la forêt, mais aussi pour l'industrie planétaire automobile. Donc ils vont mettre en place, avec 30 000 travailleurs, les premiers empates. Donc ça veut dire, c'est une grève de blocage, hein, ça veut dire match nul. Et donc ils vont bloquer les machines pour exiger de nouvelles conditions de travail. Parce qu'à ce moment-là, ils sont isolés dans la forêt, ils n'ont pas accès à l'éducation, ils commencent à travailler très très jeunes. Et ils sont complètement, du fait qu'ils ne savent pas, par exemple, ils ne connaissent pas les mathématiques, ben on va les arnaquer sur leur salaire, par exemple. Et donc, ils vont mettre en place ces grèves. Et puis, Chico Mendes va aussi se tourner rapidement vers l'international pour sensibiliser sur la déforestation de l'Amazonie. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on part d'une lutte syndicale au début pour le droit des travailleurs, et que ça va populariser vraiment mondialement la lutte contre la déforestation. Et c'est quelque chose qui se prolonge aujourd'hui, avec dans les mouvements des années 90 et 2000, le mouvement des sans-terre. Donc c'est quelque chose qui va marquer durablement en fait, le paysage politique international en fait. Et aujourd'hui en fait, on peut se dire que cette lutte, elle a pas abouti jusqu'au bout, parce qu'évidemment on a inventé après un autre type on a pu se passer de l'EVA pour produire du caoutchouc, mais par contre, excusez-moi. Mais par contre, il y a quand même une grande partie de la forêt qui a pu être protégée par les luttes avec Chico Mendes, qui sont aujourd'hui sanctuarisées. Même si évidemment le gouvernement Bolsonaro et même le gouvernement Lula tapent dans ces forêts, il y a quand même des poches importantes de l'Amazonie qui ont été protégées grâce à cette lutte et durablement. Donc pour conclure, je dirais qu'en fait, nous ce qu'on cherche à faire, ce qu'on doit partout chercher à faire, c'est d'articuler ces luttes qui soient à la fois celles des travailleurs et celles des intérêts économiques de notre classe,
mais aussi en lien avec les luttes écologiques pour avoir, voilà, selon les mots de Chico Mendes, cette lutte des classes en adéquation aussi avec la rupture métabolique et comment on insère nos combats là-dedans. Merci.